fois de plus, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Avec moi, le directeur général des douanes, Fongot Edwin Nouvagar. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame Lucrèce. À ma gauche, Cyril King Mbepé, journaliste à la CRTV. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Bonsoir. Plaisir partagé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, monsieur King. Messieurs, avec vous, nous parlerons de la lutte que les douanes camerounaises mènent contre le commerce illicite. Ces dernières semaines ont été marquées par d'importantes saisies de produits prohibés, dont des charges explosives et des marchandises de contrebande. Question au directeur général des douanes ce soir, jusqu'où peut aller l'administration dont il a la charge dans la protection du marché intérieur? Également au menu ce soir, un sujet de préoccupation majeure, la collecte des capitaux via l'appel public à l'épargne. Par certaines sociétés non agréées. La note du ministre des Finances signée il y a quelques jours l'interdit désormais. Cette note du ministre intervient alors que de nombreux souscripteurs ont vu s'envoler leur mise, mais aussi au moment où la crypto-monnaie a le vent en poupe sans cadre réglementaire. Cependant, le docteur Georges Bell Bichoka, cryptologue, et le journaliste Abou Diotou adressent le problème dans la deuxième partie de cette émission de scène de presse. Bonsoir, monsieur le directeur général, une fois de plus. Bonsoir, madame Lucrèce. Alors, la douane camerounaise a procédé il y a quelques semaines, il y a quelques jours, à d'importantes saisies. Dites-nous, qu'est-ce qui a changé dans le dispositif de la douane et qui a permis ces importantes saisies? Je peux vous rassurer que beaucoup de choses n'ont pas changé, parce que c'est une mission de la douane, elle est une mission lointaine. Donc, nous faisons ce que nous avons l'habitude de le faire. Mais peut-être pour répondre à votre question, je dois vous dire que nous avons reçu des instructions de monsieur le ministre des Finances qui nous a demandé, n'est-ce pas, avec la période de crise, de lutter contre tous les fléaux, donc la contrebande, le commerce illicite, etc., etc., parce qu'il est question aujourd'hui de mobiliser davantage les recettes pour faire face aux difficultés de l'État. Et pas question de laisser entrer ces genre de marchandises. Mais aussi, vous savez, c'est les marchandises qui influencent négativement la santé de nos populations. C'est les marchandises qui mettent en mal les entreprises citoyennes. C'est les entreprises, c'est les activités aussi qui touchent aussi à la sécurité de l'État. Et depuis 2015, à l'égide de l'Organisation mondiale des douanes, les douanes du monde ont décidé, par une résolution qu'on appelle la résolution de Punta Cana, n'est-ce pas, de s'intégrer dans le dispositif de la sécurité dans les différents États. Donc, heureusement, je tiens à remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a décidé d'intégrer, n'est-ce pas, la douane. Ça fait une semaine, un mois. Il a décidé d'intégrer la douane dans le dispositif national de la sécurité et de la défense. Justement, parlant de sécurité et défense, monsieur le directeur général, on interroge l'expertise des gabelous. Ils sont là pour les marchandises, mais aller aux explosifs, il faut avoir une certaine expertise. Je rappelle à votre suite que la dernière saisie fait état de 11 charges explosives et des produits chimiques dangereux. Oui, nous avons déjà, c'est pas la première fois que nous saisissons les charges explosives. Je préfère les appeler les charges explosives parce que c'était pas encore prêt pour utilisation. Mais comme vous le savez, nous avons une position privilégiée dans les frontières. Et nous avons aussi l'avantage que nous sommes assistés par beaucoup d'autres administrations qui sont un peu plus ils ont beaucoup plus d'expertise dans ces domaines-là. Donc, dans les frontières, quand nous trouvons des marchandises un peu suspectes, nous ferons appel à ces administrations pour venir nous aider. Nous avons le concours souvent, n'est-ce pas, de ministère en charge de la Défense, suite à une convention que nous avons signée ensemble entre le MINFI et le MINDEF. Donc, pour répondre spécifiquement à votre question, nous avons pas mal le soutien des forces de défense, par exemple, pour aller... Et aussi l'Organisation mondiale des douanes
qui nous envoient de temps en autre, là, n'est-ce pas, beaucoup d'experts pour venir nous entretenir sur ces fléaux-là, surtout les engins explosifs improvisés. Donc, il y a un concours, n'est-ce pas, qui est là pour nous aider à mieux gérer ces affaires-là. Alors, une fois les engins explosifs, par exemple, saisis, qu'est-ce que vous en faites? Bon, bien entendu, quand nous saisissons ces engins explosifs, nous remettons au ministre en charge de la Défense. Alors, vous parlez justement de ces opérations, de ces saisies-là. Il y a eu ces explosifs, mais également, il y a beaucoup de choses. Je vois sur cette liste 118 pointes d'ivoire, 30 dents et 18 griffes de panthère. J'y vois 3 tonnes d'emballage plastique, 140 cartons de produits pharmaceutiques et bien d'autres... Des lingots d'or et ainsi de suite. Voilà, bien d'autres objets qui ont été saisis. La question que je voudrais vous poser, monsieur le directeur général, c'est qu'est-ce que vous faites de ces différents produits qui ont été saisis et est-ce qu'on peut être sûr, peut-être avant, est-ce qu'on peut être sûr que ce que vous déclarez, c'est effectivement ce qui a été saisi et quelle est la destination que prennent ces objets? D'accord, merci beaucoup. Bon, il faut catégoriser les différentes marchandises saisies. Je commence par les marchandises prohibées, donc prohibition absolue. Donc quand nous saisissons ces marchandises-là, je prends le cas des défenses d'éléphants, nous remettons au ministre en charge des forêts et de la faune. Donc c'est eux qui sont chargés maintenant de continuer avec la procédure judiciaire. Et pour les autres marchandises, donc peut-être des marchandises qu'on ne peut pas utiliser, on les détruit avec le concours des administrations. Vous saisissez seulement la marchandise, vous laissez partir ceux qui les possédaient? Une bonne question. Non, nous capturons aussi le prévenu. Donc, et quand nous remettons ces marchandises-là aux autorités judiciaires et les autres administrations techniques, non seulement c'est avec un PV, mais c'est aussi avec le prévenu. Comment cela se passe? Il nous souvient qu'en ce qui concerne, par exemple, les charges explosives, elles ont été saisies dans un bus? Non, nous avons... Bon, comment est-ce que ça s'est passé? Nous avons déjà commencé à saisir une tonne, n'est-ce pas, dans une voiture qu'on appelle couramment les stalettes, n'est-ce pas? C'était caché dans la malle arrière d'une voiture stalette. Et j'avoue quand même que qu'est-ce qui s'est passé? Quand mes éléments ont stoppé le véhicule, le gars est passé, il a fui. Et il est allé se cacher quelque part. C'est à ce moment-là que mes éléments... Je remercie aussi la CEMIL parce qu'on a appelé les éléments de la CEMIL pour qu'ils viennent nous aider, pour assister ces enfants-là, mes collaborateurs. Et c'est comme ça qu'ils ont constaté que c'était des marchandises suspects. Donc à ce moment, ça n'était pas encore très évident. Mais c'est quand nous avons touché les autorités militaires de la région du Nord, il semblait qu'il y a eu l'expérimentation d'une charge et les effets ont été vraiment très dangereux. Donc c'est à ce moment-là. Donc voilà comment ça se passe. Nous, au niveau de la direction générale des douanes, nous n'avons pas encore des experts, n'est-ce pas, pour s'occuper, pour déminer, mais nous avons quand même pas mal d'éléments qui sont bien futilés, qui peuvent absolument vous dire que voilà, là, c'est des marchandises destinées à ces activités. Donc, la question demeure, celle que Lucrèce posait tout à l'heure. Est-ce qu'on a une contre-expertise pour dire quand on déclare qu'il y a 38 lingots d'or, par exemple, qui ont été saisis, c'est effectivement 38, il n'y a rien qui est passé à côté, tout est 38 et bien déclaré. Bon, les 38 lingots d'or, là, bon, je prends le cas le plus récent, donc c'était 20 kilos. 20 kilos d'or qui est venu d'un pays voisin et par un vol. Et après, il y a eu changement de vol donc pour un pays asiatique. Et bon, nous n'avons pas eu un document pour prouver que c'est l'or, mais nous avons. C'est une machine que nous saisissons tous les jours, presque tout le temps, dans les aéroports du Cameroun. Et c'est pas difficile, n'est-ce pas, de connaître si c'est de l'or ou pas. Mais comme vous dites bien, nous recourons aux experts, parce que non seulement il y a les experts privés qui peuvent nous attester, il y a aussi les administrations. La question, monsieur le directeur général, c'est celle de savoir si les quantités saisies sont celles qui sont effectivement déclarées. Est-ce qu'il n'y a pas de perte? En cas de saisie, il n'y a pas de déclaration. En cas de saisie, il n'y a pas de déclaration parce que le monsieur vient, on lui dit, est-ce que vous avez une marchandise à déclarer? Il vous dit, non, je n'ai pas de marchandise à déclarer.
Et bon, peut-être c'est en fuyant, peut-être avec une information que nous préliminaire. avons. Voilà, peut-être c'est avec ça qu'on essaie maintenant de dire, OK, est-ce que vous pouvez nous permettre de vous fuir? Donc, il y a parfois des fuites corporelles. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de déclaration. Mais c'est après avoir saisi ces marchandises que peut-être le monsieur va vous dire, bon, écoutez, je voyage avec 20 kilos d'or, avec 60 kilos d'or, comme c'était le cas des Douala. Donc, on ne peut pas dire à ce stade-là qu'il y a une mauvaise Est-ce que les pratique. personnels des douanes remettent exactement Ce qu'ils ont saisi. ce qu'ils ont saisi? Mais écoutez, il faudra peut-être toujours avoir confiance à mes collaborateurs. Écoutez, imaginez-vous quelqu'un qui saisit 60 kilos d'or. La valeur, c'est combien? C'est des milliards. Donc, il est très content. Il est très content de la saisie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle au directeur général. Il dit, moi, mais je suis très content. J'envoie la presse. Il dit, bien. Donc, pourquoi cacher? Pourquoi cacher? Ça ne sert à rien. Parce que, mais si vous cachez, par exemple, et au final, le monsieur est prêt maintenant à transiger. Mais il va vous dire que non, ce n'était pas 20 kilos, c'était peut-être 25. Mais on serait mal à l'aise. Donc, on ne joue pas avec les choses comme ça. Et nous suivons nos collaborateurs qui sont sur le terrain pour qu'ils essayent, pour qu'ils travaillent comme il faut. Monsieur le directeur général, on parle de sécurité et de contrôle des frontières camerounaises. Il y a des marchandises qui sont saisies à l'intérieur du territoire, mais il y en a sur les réseaux sociaux, par exemple. Ces dernières semaines, on a parlé des matériaux très importants du Cameroun qui ont été saisis dans un pays à l'étranger. Ça veut dire que c'est sorti du Cameroun? Oui, la douane n'a pas vu ça. Je connais le problème que vous disiez. Bon, c'était des pierres, des pierres de Moyen-Âge qu'on a saisies aux États-Unis, pour être plus précis. Quand nous recevons ces genre d'informations, ça nous embête. Qu'est-ce que nous faisons? On essaye de retracer la procédure. Heureusement qu'on a eu, avec le concours de nos partenaires, on a eu les informations sur la sortie de ces donc vous savez là où il y a eu la faille. Et on sait, bon, peut-être au niveau de la douane, ces pièces sont sorties avec les documents légaux. Oui, parce que nous ne sommes pas là pour statuer sur l'état, bon, peut-être sur le statut de ces gens de marchandises. Il y a des administrations qui nous assistent. Donc, bon, mais je ne peux pas aussi dire que c'était une mauvaise... c'est une mauvaise publicité pour la douane camerounaise quand même de n'avoir pas pu contrôler ou arrêter la douane le mouvement de... La douane est certes à la frontière, mais la douane ne fait pas exactement tout ce que les autres administrations font. Ce que nous faisons, c'est, pour certains types de marchandises, il y a des documents, il y a quand même des certificats techniques, il y a des documents techniques que ces administrations-là nous livrent. En ce qui concerne le bois, c'est le certificat de circulation. En ce qui concerne ces éléments-là, il y a des ministères. Bon, mais quand c'est des documents en bonne et due forme, et en plus même avec la dématérialisation, ces éléments-là nous arrivent à travers le guichet unique, et il est question que le déclarant essaie d'aller chercher ces documents techniques pour attacher à la déclaration, et que l'inspecteur des visites qui vérifie cela peut aussi entrer dans la base pour vérifier si c'est authentique. Et parce que la question que j'allais vous poser, c'est de savoir si vous contentez uniquement des documents ou alors si vous allez sur le terrain pour vous assurer que ce qu'il déclare, c'est effectivement ce qu'il veut faire passer. Et il y a des moments où nous descendons sur le terrain pour visiter physiquement ces marchandises. Mais la norme est là, la norme c'est 20% des marchandises. Et il faut aussi faciliter le passage des marchandises dans les frontières. Donc nous jouons sur la gestion des risques. Donc quand nous avons des éléments qui nous prouvent quand même qu'on peut avoir des soucis avec une cargaison, mes collaborateurs sur le terrain font la visite physique. Monsieur le secrétaire général, alors malgré ces résultats de l'opération Alcomi, je rappelle que Alcomi c'est halte au commerce illicite, ce commerce semble encore bien se porter chez nous. Alors dites-nous, jusqu'où la douane peut-elle aller dans la protection du marché intérieur? Nous sommes résolument lancés dans la protection de l'économie nationale. La chance que nous avons, c'est que les entreprises citoyennes et aussi le commerce licite nous accompagnent. Et comme vous le savez, c'est souvent difficile
presque impossible d'arrêter la contrebande. Et je vous prends un exemple. Je prends la cigarette. Toutes les administrations des douanes du monde se plaignent de la cigarette. Soit c'est la contrefaçon, soit c'est la contrebande. Si vous avez lu dans la presse, il y a 2 pays européens où on a fait des tunnels, n'est-ce pas, pour transiter, pour... Cette cigarette de contrebande. Tout à fait. Donc, c'est des choses qui sont présentes et que nous sommes toujours derrière eux. Parfois, c'est des mesures curatives, parfois, c'est des mesures préventives. Mais monsieur le directeur général, on a découvert quand même que de plus en plus, les douaniers se retrouvent à l'intérieur également. C'est-à-dire, quand on prend nos axes routiers, on trouve des contrôles de douane sur les routes. Quels sont les résultats de ces contrôles? Pas seulement sur les routes, et même au moment des déchargements des conteneurs. Et ainsi de suite, à l'intérieur. À l'intérieur. Il y a des résultats que ces équipes aussi obtiennent? Bien sûr. Je commence d'abord par le cas des conteneurs qu'on décharge dans les villes et que mes éléments sont toujours présents. Bon, peut-être il faut comprendre qu'avec les mesures de facilitation que nous avons mises en place, il est question que parfois nous laissons sortir certaines marchandises en sachant que c'est au point des déchargements qu'on va visiter. Bon, peut-être si quelqu'un importe son conteneur ici à Yaoundé, donc il peut aussi demander qu'on inspecte ces conteneurs ici à Yaoundé au lieu de les inspecter au port de Douala. Il faudra aussi jouer sur le désengorgement du port de Douala. Mais peut-être pour revenir sur les contrôles routiers, sur les axes à l'intérieur du pays. Comme vous le savez, la plupart des marchandises que vous avez citées là ont été saisies à l'intérieur du pays. Ce n'était pas dans les frontières. Donc il est parfois difficile pour nous de bloquer les mouvements ou bien de contrôler les mouvements des marchandises dans les frontières. Je prends le cas Nous avons une mission qui est en cours depuis 2 ans. C'est une mission qui traque les véhicules de luxe. Et je regrette que beaucoup de véhicules de luxe, il y a beaucoup de véhicules de luxe qui circulent avec des fausses plaques d'immatriculation, des faux documents douaniers, etc., etc. Nous avons déjà eu à saisir plus de 100 à l'intérieur du pays. Parfois, ça nous gêne parce que parfois, il y a des gens à l'intérieur qui vont à l'église, bon, c'est pas, il faut voir au travail, donc nous saisissons cela. Bon, peut-être, j'aimerais peut-être parler un peu de ces véhicules d'occasion. Vous savez, le luxe coûte cher. Et si vous décidez le luxe, il faut payer. Parce que vous ne voulez pas... Le luxe a un prix. Le luxe a un prix. Vous ne pouvez pas peut-être chercher à conduire un véhicule que tout le monde va dire, écoutez, voilà monsieur qui est arrivé, mais pourtant que vous ne voulez pas payer les droits et taxes. Messieurs, nous allons marquer un arrêt dans cette édition de Scène de Presse. Quels sont les défis de l'opération Alcomi? Réponse des journalistes dans la rubrique Édito. Une très bonne initiative, mais on tient à rappeler que les défis de la sécurisation des recettes à l'import-export ne concernent pas que les importations. Il y a un peu plus de pression sur les contrebandiers à travers nos frontières maritimes, à travers les frontières terrestres et je dirais même les frontières aériennes. C'est quelque chose de bien parce que jusqu'ici, il y avait comme une tiédeur dans la traque. Mais j'ai la faiblesse de penser que c'est une opération qui peut être rattrapée également par un certain nombre de tares, d'avatars et de retards dans notre système de sécurité au niveau des frontières de manière générale. Il faut que l'État se donne davantage de moyens pour être performant dans la surveillance de tout ce qui entre sur le territoire national. Et il y a une étude d'ailleurs qui est actuellement en cours au ministère de la Planification et de l'Économie qui est en train de démontrer qu'il y a toute une chaîne de comptabilisation des performances économiques import-export qui connaît de nombreux défis. Et je pense que la douane seule ne peut pas prendre juste une mesure qui va permettre de résoudre le problème. Il y a quand même un système de porosité criard au niveau des frontières terrestres. Est-ce que la douane a effectivement les moyens de coercition au niveau des frontières camerounaises? Il y a des brebis galeuses partout. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de sanctionner sans faiblesse les brebis galeuses qui ont été attrapées la main dans le sac. En termes de rentabilité dans les caisses du trésor public,
il y a un apport certain par rapport à ça. La douane est sur la bonne voie, mais elle doit accentuer sa mission, qui doit être une mission efficiente et efficace pour pouvoir parvenir à des solutions concrètes. Ça ne peut être pleinement efficace que si ça prend aussi en compte les exportations, où il y a pratiquement une base imposable de près de 8 milliards de dollars qui ont été perdus en 10 ans, mais aussi si ça prend en compte tous les acteurs de la chaîne import-export et qui permet justement qu'on puisse avoir une meilleure vision du volume des importations, des exportations, et qu'on puisse mieux taxer afin de pouvoir sécuriser les recettes douanières. Monsieur le directeur général, j'imagine que vous avez pris bonne note des propositions qui ont été faites par les journalistes dans cette rubrique. Nous parlons d'autre chose à présent. Nous sommes à quelques semaines de la fin de l'année. Et dans quelle mesure, dites-nous, le Covid-19 pourrait impacter le recouvrement des recettes douanières cette année? D'abord, Mexiste, comme vous le savez, il y a eu une loi des finances rectificative, là où les projections des recettes ont été revues à la baisse. Donc, c'était dû à l'actualité. Hein? Donc, au niveau au niveau de l'importation, parce qu'au niveau de l'importation, par rapport à 2019, nous avons perdu en termes de volume d'échange, à l'importation 24% et à l'exportation 21%. C'est vrai quand même que les entreprises les entreprises qui importent dans le cadre des entreprises structurantes, donc l'activité structurante aussi n'importe plus. Bon, mais quand même il y a une baisse, donc nous estimons la baisse à 19%, hormis les entreprises dans le cadre des projets structurants. Donc vous allez atteindre 650 milliards maintenant. Donc maintenant on est à 650 milliards. Bon, peut-être pour les 10 premiers mois de l'année, je pense quand même que nous sommes en bonne voie, n'est-ce pas, de dépasser nos prévisions. Bon, mais ce qui nous embête là maintenant, c'est le reconfinement que nous observons dans certains pays qui sont les pays partenaires du Cameroun, comme l'Union européenne, l'Asie. Donc, peut-être avec la résilience qu'on a toujours démontrée, grâce à la clairvoyance du chef de l'État, je pense quand même qu'on sera en mesure, n'est-ce pas, d'atteindre des objectifs. Les 2 dernières années, monsieur le directeur général des douanes, vous nous avez habitués à la publication au mois de décembre des mauvais élèves, des mauvais importateurs, si on peut le dire ainsi. Généralement, vous donnez la liste des mauvais importateurs, mais on n'a jamais la suite. Non, peut-être je ne donne pas la liste des mauvais importateurs. Ce que je fais, c'est que je publie une liste. Bon, je ne sais pas comment la presse obtient ces informations. Je publie une liste, j'attire, j'invite les entreprises à venir payer leur dû. Donc, et souvent, ils viennent payer. Il y en a qui n'aiment pas quand on publie. Et à ce moment, on n'a pas l'information. Non, à ce moment, on n'a pas l'information. Mais il faut demander. Bon, peut-être souvent, il faut venir aussi demander, comme vous m'avez invité aujourd'hui. Donc, vous pouvez aussi demander si au niveau des CPME, ça se passe. Cette année, on n'a pas fait. Peut-être, j'attendais que vous me posiez la question. Parce qu'il faut qu'on accompagne les entreprises pendant la période de Covid. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu des soucis, donc on essaye... Vous n'allez pas être exigeant cette année. Vous-même, comment est-ce que vous êtes impacté? Je signale qu'en 5 ans, on a quand même connu une augmentation constante des recettes douanières. On est passé, par exemple, en 2015 de 678 milliards à 840 milliards en 2019, 840 milliards en 2019. Cette année, on cherche à atteindre, on va atteindre 650 milliards, mais est-ce que vous avez bon espoir que vous pourriez aller au-delà de ces 650 milliards de francs CFA? Ça dépendra de la transition. Certainement, nous pensons à une relance. Mais jusqu'où, on ne peut pas maintenant juger. Donc, on est un peu, et avec la situation de Covid qui recommence dans pas mal de pays avec qui nous échangeons, il faudra être un peu plus prudent dans ces genres de projections. Donc, mais ce qu'il y a quand même des mesures prises par l'État. Donc, je pense qu'il y a eu 800 milliards, n'est-ce pas, pour accompagner les entreprises, aussi pour relancer l'économie. C'est des mesures très salutaires. Et nous pensons quand même qu'avec ces mesures, les entreprises vont
regagner leur vitesse de croisière. Quand on est donc à une cinquantaine de jours de la fin de l'année comme ceci et que vous avez ces questions de chiffres à atteindre, comment vous vous engagez à la douane pour qu'on atteigne et qu'on arrive? Ce que nous faisons, ce qui est bien en douane, c'est qu'au niveau des secteurs, chaque secteur cherche à mobiliser davantage les recettes, parce que c'est comme s'il y a une petite compétition entre les différents secteurs. Une saine émulation. Donc, peut-être 7, quand nous tenions pas mal des réunions avec les collaborateurs pour essayer de les pousser à aller au-delà, n'est-ce pas, des objectifs. Donc, tout ce qu'on a eu à faire auparavant, on va continuer de le faire, et on va... il y a quand même pas mal de petits gisements de recettes qui sont là. Je profite de votre podium pour lancer un appel aux marketeurs. Les marketeurs, aujourd'hui, n'est-ce pas, quand ils importent, ils ne sont plus dans une situation de manque à gagner. Donc, ils peuvent maintenant payer leurs droits et taxes. Donc, je pense que si ces marketeurs nous payent les droits et taxes, ça sera une très bonne chose pour l'État. Monsieur le secrétaire général, je voudrais maintenant que nous parlions du classement Doing Business. Le Cameroun occupe le 167e rang, mais lorsqu'on s'arrête sur le classement par critères, on va constater que pour ce qui est, par exemple, du commerce transfrontalier, nous sommes à la 181e place sur 190. Pour ce qui est du paiement des impôts et taxes, nous sommes pas... pour ce qui est du commerce transfrontalier, nous sommes à la 186e place sur 190. Et pour ce qui est des paiements des impôts et taxes, nous sommes à la 181e place. Quelle est la part de la douane dans ce classement-là? Qu'est-ce qui fait problème? Peut-être pour l'année 2020, la Banque mondiale n'a pas évalué, parce qu'avec le problème du Covid, peut-être c'est les chiffres, c'est les données des années précédentes, donc peut-être 2019. 2020, nous sommes bien à la 167e place. Ah bon, d'accord. Qu'est-ce qui se passe avec la part de la douane dans ces classements-là? C'est au niveau de l'axe, le commerce transfrontalier. Et dans le commerce transfrontalier, il y a deux sous-axes. Il y a les importations et il y a les exportations. Au niveau des importations, qu'est-ce qui se passe? Les experts de la Banque mondiale viennent interviewer les importateurs des pièces détachées, uniquement. Des pièces détachées. Seulement les pièces détachées. Seulement au niveau de l'importation, c'est des pièces détachées. Okay. Et imaginez-vous, quand on pose des questions à mes amis de Kanyabassi, qui souvent ne respectent pas les procédures, est-ce que la douane vous facilite la tâche? Forcément, ou le Vogadaya, forcément, ils vont vous dire que non. Parce qu'à chaque fois, peut-être ils circulent sans document. C'est des machinistes qui sont introduits dans le pays à travers certaines frontières, sans respecter la procédure. La procédure veut dire quoi? Une DI, une déclaration d'importation, avec les procédures SGS, une déclaration en douane en bonne uniforme, une vérification et une validation. Ça veut dire que sur ce secteur, des pièces détachées par exemple, la douane camerounaise reste ferme, mais il y a des secteurs qui sont... On ne peut pas aussi les faire plaisir en les laissant entrer avec ça, parce que nous voulons aller... Pourtant, il y a des secteurs où vous laissez entrer. Non. Je ne comprends pas votre question. Non, je veux dire, sur le plan des pièces détachées, puisque vous dites que c'est la question que Doing Business leur pose. Oui, Doing Business pose la question sur les pièces détachées. Aux importateurs de pièces détachées. D'accord. Alors, il y a d'autres importateurs. Au niveau des exportations, peut-être il faut que je termine avec les exportations. Au niveau des exportations, c'est des exportateurs de café et de cacao. Là, je ne pense pas que nous avons beaucoup de soucis. Parce qu'au niveau de la douane, une déclaration d'exportation ne doit pas rester devant un inspecteur de visite pendant 6 heures. Donc, mais là, pendant même 3 heures, pas 6 heures, 3 heures. 3 heures. Donc, quand il la reçoit à 9 heures à 12 heures, il doit avoir... C'est des opérations simples parce qu'il y a quand même pas mal de documents qui l'accompagnent et il n'y a pas de souci. Alors, nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de Presse. Quelles appréciations les opérateurs de la place portière font-ils des services douaniers? Réponse dans ce focus. Sur le plan structurel, la douane a un rôle prépondérant en ce sens que ce sont les documents douaniers qui déterminent ce que feront en réalité les transporteurs dans le cadre du transit. Sur le plan opérationnel,
nous constatons ça et là quelques incompréhensions et quelques incompatibilités dans la non-prise en compte des préoccupations de certains transporteurs, notamment le cas du TTU, le titre de transit unique. La douane n'avait pas pris en compte justement les préoccupations des transporteurs où il a fallu se réajuster. La douane camerounaise, ces derniers temps, est en train d'opérationnaliser un nouveau système, du système CAM6 qui est beaucoup plus performant que celui qui était naguère, à savoir le Sidonia++. Mais les opérateurs de CAM6 n'ont pas pris en compte la volonté ou alors n'ont pas tenu compte de l'environnement qui régule les activités de transport et de transit dans la zone CEMAC. Ça veut dire que certaines difficultés liées à l'opérationnalisation de nos activités n'ont pas été prises en compte au départ. Donc ça crée un petit blocage. Je peux citer un autre exemple très simple qui est tant décrié au niveau des opérateurs économiques, c'est l'absence des bidules GPS, c'est-à-dire des balises GPS qui, n'est-ce pas, obèrent les coûts dans le cadre de retard de certaines opérations. Que le guichet unique des opérations du commerce extérieur devienne, comme ça a été le cas, la plaque tournante de toutes les opérations liées également à la dématérialisation de toutes les procédures de transit pour qu'on arrive à cette facilitation qui n'est autre que la réduction des coûts et des délais sur la place portuaire de Douala et sur les corridors de transit. Monsieur le directeur général, que répondez-vous à cet opérateur de la place portuaire, Aladji Oumarou, qui est le coordonnateur général du bureau de gestion de fret terrestre? Il parle du titre unique de transport, il parle de CAM6. Selon lui, CAM6 qui n'a pas pris en compte l'environnement économique qui est le nôtre, mais également des balises GPS. Bon, peut-être je commencerai par sa question sur les balises GPS. Je peux vous rassurer qu'à l'heure actuelle, nous avons 1000 balises opérationnelles qui circulent. 1000 balises, mais nous avons des sorties des deux ports, Kribi et Douala, pour le transit d'environ 100-150 véhicules pour la sous-région. Le souci que nous avons avec les balises, c'est que le délai des routes est un peu trop long. Nous avons voulu réduire ces délais, parce que maintenant, il est possible que ton camion qui doit là, et ça arrive en Djamena dans une semaine. Bon, le délai réglementaire, c'est 20 jours. C'est pour ça que les transporteurs profitent pour aller rester à Yassa, par exemple, pendant des jours sans rien faire. Et cela bloque la circulation des balises. Bon, mais malgré tout cela, le ministre des Finances, avec le MINMAP, ils ont commandé 1000 autres balises. Okay. Et malheureusement, avec la pandémie coronavirus, la livraison tarde. La livraison, bon, peut-être c'est de la France, la livraison n'a pas eu lieu, parce qu'il y a certaines composantes qu'on attendait de la Chine qui viennent d'arriver. Donc nous aurons peut-être dans quelques jours 300 autres balises, donc première vague 300 balises pour s'ajouter aux 1000 qui existent. Il a parlé un peu de CAM6, peut-être non-intégration de son secteur. Je sais qu'il est dans le secteur des transports. Vous savez, le système CAM6, c'est le système des modules. Donc, nous n'avons pas développé un module spécifiquement transport, mais un module transit qui est là. Donc, s'ils sont intéressés, il faudra quand même qu'ils viennent. On va discuter un peu pour voir comment développer et intégrer un module transport dans CAM6. Le TTU, le titre de transit unique. Normalement, il devait plutôt jubiler. Parce que comment ça se passe? C'est dans le cadre du transit. Le TTU, c'est quoi? C'est un titre de transport unique. Donc, c'est un seul document qui accompagne la marchandise jusqu'à destination, malgré le fait qu'on peut avoir la rupture des charges, par exemple, en Gaoundéré. Comment ça se passe là maintenant? Quand les marchandises arrivent dans nos deux ports, à destination de nos deux pays limitrophes, c'est-à-dire le Tchad et Thaïlande, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons un transfert de magasins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de procédure douanière à Douala, proprement dit. Et la procédure commence plutôt en Gaoundéré. Donc, c'est un gain de temps.
Bon, mais comme nos partenaires ne sont pas encore très habitués, donc cela pose, parce qu'ils ne voient pas comment ils doivent maintenant déplacer des bureaux des transits, des bureaux des commissions douane agréés en grande délai. Donc c'est ça qui crée un problème. Mais nous sommes très ouverts, ils peuvent passer facilement nous voir et on va chercher à trouver des solutions. Monsieur le Secrétaire général, je voudrais maintenant que nous parlions de la taxe sur les téléphones, notamment la taxe, le paiement de cette taxe par voie numérique. La présidence de la République a demandé de surseoir à ce type de paiement, à ce type de recouvrement et de proposer un dispositif plus approprié. Est-ce qu'on peut savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec la réflexion? Permettez-moi une fois de plus de remercier très sincèrement au nom de M. le ministre des Finances, le président de la République, qui a donné son impulsion et aussi des instructions, n'est-ce pas, pour nous aider à mieux collecter des droits et taxes sur les téléphones portables. Maintenant, vous posez la question. Où en êtes-vous avec la réflexion? Où en êtes-nous avec la réflexion? Au lendemain de la note de Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, le ministre des Finances nous a instruit de rentrer en laboratoire. Et à l'heure actuelle, nous avons déjà 2 propositions. Nous avons même déjà discuté avec un opérateur de téléphonie mobile qui est très d'accord avec, qui aime ce qu'on le présente. J'espère que ça sera toujours le cas jusqu'à la fin. Permettez que le monsieur le secrétaire général aille jusqu'à la fin. Allez-y, allez-y. Oui. Et aussi, au niveau interne, donc nous avons changé, nous avons pour renforcer notre système de prise en charge de ces téléphones dans le pays. Non seulement de la prise en charge, mais aussi la surveillance. Je peux vous rassurer que depuis 2 semaines, nous avons capté environ 25 000 téléphones portables. Et ces téléphones portables ont maintenant une meilleure prise en charge parce que maintenant, les caractéristiques techniques de ces téléphones sont renseignées maintenant dans une base. Bon, peut-être c'est pour une utilisation future. Donc, mais aussi au niveau de la surveillance. À Kousserie et en Gandéré, nous avons eu à saisir plus de 2000 téléphones portables ces derniers jours. Je pense que Madame le Président a mentionné ça dans son papier. Donc voilà, c'est là où nous en sommes. Donc nous sommes rentrés en laboratoire et le ministre nous demande d'aller très rapidement, d'ici peu. Alors très rapidement, c'est quand la loi de finances va être déposée au Parlement dans quelques jours, on va le dire ainsi. Et puis, janvier, c'est déjà une nouvelle année budgétaire. Est-ce qu'on peut déjà savoir si vous serez prêt à date? Bon, ou alors faut-il continuer à attendre? C'est une question difficile à répondre parce que les instances de validation montent très haut. Vous pouvez imaginer. Donc, c'est quand on va présenter notre proposition là-bas. Et bon, peut-être c'est au niveau de la présidence. Alors, je disais, Monsieur le Directeur général, c'est un projet de loi qui est inscrit dans la loi de finances de 2019. Ah ouais. Et c'est l'article 7. Oui. Au moment d'appliquer la loi, on dit il faut arrêter. Où était le problème réel? Est-ce que la douane, le système choisi par la douane, n'a pas eu la validation avant Je pense quand même qu'il y a eu un déficit de communication. Je pense quand même qu'il y a eu un déficit de communication. Pourquoi? Parce que les gens ont cru que aujourd'hui, vous allez payer 30% pour votre portable. Ils ont oublié de comprendre qu'on visait les téléphones qui entrent dans ces pays sans paiement des droits et taxes. Monsieur King, madame, vous voyagez tout le temps. Et quand vous rentrez avec des téléphones portables. Mais dans les avions, on a des déclarations. On vous demande, bon, est-ce qu'il y a des machinistes à déclarer? Beaucoup de gens, je dis presque tout le monde, les gens ne déclarent pas. Mais ces téléphones doivent payer les droits et taxes. Et c'est extrêmement difficile pour mes collaborateurs, n'est-ce pas, d'aller fouiller dans les sacs des gens pour chercher les téléphones. Et comme les camionneurs sont très ingénieux, ils savent comment cacher ces marchandises-là. Donc, la réforme visait les téléphones non dédouanés. Les gens devraient toujours, les importateurs devraient toujours continuer
à faire le travail habituel. Mais on a reçu des instructions. Je préfère que nous respectons les instructions de la très haute La Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, s'est prononcée sur ce mode de retrait des droits et taxes à travers le crédit téléphonique en disant que ce n'est pas de la monnaie. Vous avez entendu cela à votre niveau? Oui, j'ai entendu cela. Bon, je n'aimerais pas peut-être entrer dans la polémique, mais vous savez, l'autorité monétaire d'un pays, c'est le ministre des Finances. Les autres, c'est des institutions. L'autorité monétaire d'un pays, c'est le ministre des Finances. Donc, mais pourquoi nous avons choisi cela? Parce que eux-mêmes, les opérateurs des téléphones mobiles, utilisent le crédit des communications comme monnaie. Donc, mais la BEAC dit non. Bon, mais la BEAC, là, peut-être aussi, eux aussi, ils vont maintenant arrêter la BEAC vous dit non, et elle dit non également aux opérateurs de téléphonie mobile. Alors, bon, avant même la BEAC intervient, la précédence avait déjà tranché. Alors, monsieur le directeur général, c'est plus d'actualité. Je voudrais quand même que vous nous expliquiez. Vous avez dit tantôt que vos collaborateurs ont du mal à tracer, à fouiller chaque sac et à tracer les téléphones. Pourquoi ne pas investir dans la technologie pour pouvoir tracer ces téléphones quand on sait quand même que depuis 2007, autant pour moi, les recettes de ce secteur-là ont considérablement chuté. On est passé de 24 milliards, si mes chiffres sont bons, de 24 milliards à, je crois, 500 millions en 2017. Comment comprendre que la douane ne puisse pas tracer les téléphones? Comment comprendre que la douane ne puisse pas investir dans ce secteur-là? Non, bon, peut-être, vous savez, avec l'évolution des choses, il faut s'adapter. Et nous avons, au niveau de la douane, décidé, n'est-ce pas, de travailler avec la technologie. Donc, là où nous avons des soucis, il faut trouver une solution. Vous savez, un responsable est nommé pour trouver des solutions aux problèmes. Absolument. Moi, j'étais chef secrétaire des douanes à l'époque, chef secrétaire des douanes littorales. Là, on a commencé avec la collecte des taxes sur les téléphones portables et les tablettes. Donc, on avait peut-être 2 ou 3 interlocuteurs. Donc, c'est les téléphonies, combien de téléphonies mobiles, eux, qui importaient ces machines. Et c'était très facile. On traçait facilement. Après, bon, tout le monde est entré dans la danse et c'était devenu très difficile. Donc, qu'est-ce qu'on a eu à faire? Certes, il y a la technologie qu'il faudrait peut-être utiliser. D'ailleurs, même, la solution qu'on a proposée, c'était une solution technologique. C'était une solution technologique. Donc, mais il est question de retrouver pas mal d'autres, n'est-ce pas, d'intégrer d'autres solutions. Par exemple, nous avons discuté avec, je pense la semaine dernière, avec un opérateur de téléphonie mobile qui lui-même a décidé, n'est-ce pas, de se lancer à nouveau dans les importations de téléphones portables. Mais que fait la douane? Que peut faire la douane? Parce qu'on voit quand même des fouilles à la sortie des aéroports. Comment comprendre que des téléphones puissent vous échapper? Des téléphones bien en pièces détachées? Et si on était en point privé, madame, je devais vous demander comment vous avez fait pour entrer avec votre téléphone portable au Cameroun. Donc, il a été acheté sur place. Bon, je vous réponds. C'est la question que tout le monde donne, que j'ai acheté mon téléphone sur place. Bon, c'était une bonne réponse, mais je préfère que pour les solutions, comme nous avons reçu des instructions de la très haute hiérarchie, que nous restons là, et peut-être le moment venu, si c'est validé, on pourra peut-être revenir pour expliquer. Et nous serons là pour vous écouter. Les portes de cette émission vous sont ouvertes. Nous allons parler d'autre chose à présent. Entre larmes de joie et de peine, ainsi va la vie des souscripteurs dans le secteur des placements financiers. Confirmation dans ce zooming de Franck Evina. « 14 sociétés de placement d'argent évoluent sans autorisation au Cameroun. La mise en garde de la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale amplifie la sonnette d'alarme de la presse sur un marché à haut risque. Le vrai problème, c'est les procédés derrière. C'est la pyramide de Ponzi. Ces personnes investissent dans des actifs qui ne sont cotés et réglementés nulle part. Mais il existe aussi du bon dans les appels publics à l'épargne.
Devant micro, pas évident d'obtenir les témoignages des souscripteurs satisfaits. J'ai un ami qui m'avait invité à assister à l'achat de terrain où il me faisait comprendre que effectivement c'était le bénéfice qui lui avait permis d'avoir une somme de plus de 2 millions avec laquelle il avait acheté un lopin de terrain. C'est très souvent de bouche à oreille que les promesses de rendement élevés se transmettent. Chacun veut tenter sa chance à son tour et fructifier ses fonds en un laps de temps. Les personnes viennent à s'investir lorsqu'elles entendent qu'il y a une affaire comme ça. Et je me rappelle donc l'année passée, avec cette histoire qui était arrivée au Cameroun, j'ai eu plusieurs personnes, plusieurs de mes amis ont eu à faire des placements et croyez-moi, ils sont rentrés complètement dans leurs frais. La commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale appelle à la vigilance. L'appel public à l'épargne est réglementé et assujetti à l'obtention d'une autorisation auprès du gendarme du secteur qu'est la COSUMAF. Comment donc distinguer le vrai de l'ivraie? Avis d'experts. Dès que quelqu'un vous dit investissez, vous aurez plus de 7%, je parle de 7% bien par an, soyez sûr qu'il y a quelque part derrière une arnaque. À bon entendeur. Merci Franck Evina. Et sur le plateau avec moi pour parler de ce sujet, le docteur Georges Bell Bichoka qui est cryptologue. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir. À ma gauche, Abou Diotou, journaliste à Ecofin. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Alors docteur Georges Bell, aguiché par des taux d'intérêt élevés qui vont parfois jusqu'à 15%, de nombreux Camerounais se laissent happer par des sociétés financières. Dites-nous, d'entrée de jeu, est-ce que c'est techniquement possible dans les normes d'avoir ce taux d'intérêt en quelques mois? C'est difficile parce que garantir un taux d'intérêt sur les actifs, on peut le faire de deux façons. Premièrement, on peut acheter des actions en bourse ou alors on peut construire un jeu d'arnaque. Et pour la bourse, les valeurs en bourse ne sont pas stables. C'est-à-dire, il est difficile que vous garantissiez à quelqu'un que vous allez lui remettre un pourcentage après un investissement parce que les actifs en bourse fluctuent. Et donc, il est difficile d'avoir une vue sur un très long terme. C'est vrai qu'il y a des situations dans des contextes qui peuvent permettre de prédire l'évolution, par exemple, de certaines valeurs en bourse. Mais ce n'est pas toujours garanti. Mais quand vous garantissez à quelqu'un que vous lui donnez 15%, 20% de taux d'intérêt, ça veut dire que vous pensez que vous connaissez l'évolution de toutes les valeurs. Et qu'est-ce que vous voyez derrière? C'est l'arnaque à la Madoff ou à la pyramide de Ponzi? Justement, la certitude inquiète. Donc, l'opérateur qui vous garantit 15% avec autant de certitude, généralement, ce n'est pas le bon business. C'est-à-dire, c'est de la construction. Quand vous dites construction, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il existe parmi les opérateurs des arnaqueurs également. C'est-à-dire quelqu'un qui il intéresse les investisseurs qui investissent chez lui, mais qui lui, à son tour, n'investit pas ses fonds. Et le capital n'est pas investi. Il cherche plutôt de nouveaux investisseurs et redistribue les intérêts à partir de l'argent de nouveaux investisseurs. Donc ça, c'est de l'arnaque. Donc l'assurance, généralement, amène très souvent à croire que c'est ce genre de chemin. Ça marche, mais pour un temps très limité. C'est-à-dire, les premiers investisseurs et ceux qui suivent pourront avoir leur taux d'intérêt garanti, mais après, quand on ne peut plus avoir autant de nouveaux investisseurs que la dynamique de votre système le requiert, il y a collapse. C'est pour cela qu'on dit que la pyramide de Ponzi finit toujours par exploser. C'est ça. Mais docteur, les Camerounais sont aujourd'hui cultivés, donc ils peuvent observer que les actions de certaines entreprises cotées en bourse atteignent parfois les 400%, les 650%. On peut prendre l'exemple de Tesla en ce moment ou de Zoom
qui offre des services pour vidéoconférence, qui a vu son action connaître un boom avec la pandémie de Covid-19. Est-ce que lorsqu'on atteint de tels rendements, on ne peut pas assurer également des intérêts conséquents? Bien sûr, on peut assurer des intérêts, mais ce que j'aimerais faire comprendre ici, c'est l'assurance. Parce qu'en fait, les actions de ces entreprises peuvent en même temps grimper, comme ça peut baisser également. Mais celui-là, en réalité, qui est sérieux, qui vous dit que vous allez gagner avec lui, s'il est sérieux, il vous dira que les actions ne sont pas certains. Il vous dira peut-être dans le gain, vous aurez le pourcentage dans son gain. Mais quand il vous garantit un gain certain, fixe et à très long terme, généralement, c'est... Maintenant, dans la liste des entreprises qui ont été, disons-le, sanctionnées par le ministre des Finances, alors, tous ne font pas exactement la même chose. C'est-à-dire, certains ne font pas ces promesses-là. Certains disent ne pas faire de l'appel public à l'épargne, mais faire strictement du conseil au financement participatif. Alors, quel est le problème avec ces entreprises-là? Pourquoi figurent-elles dans la liste du ministère des Finances? Alors, moi j'ai lu le document, j'ai l'impression, et je pense que le dénominateur commun de toutes les entreprises qui sont dans la liste, c'est qu'ils exercent dans un couloir qui nécessite une autorisation, et ils n'en ont pas. Et donc, je pense que l'État est dans son rôle de rappeler à ces entreprises de se conformer. Donc, le problème serait simplement Est-ce que le problème se situe seulement au niveau de l'agrément, de l'absence d'agrément? Ces entreprises n'ont pas d'agrément. Et il faut se poser la question pourquoi l'État régule certains secteurs. Parce qu'il y a des risques, en réalité. C'est-à-dire qu'il faut sélectionner des entreprises sur la base d'une étude. Il y a des risques. Si on prend par exemple le secteur de la crypto-monnaie, il y a des risques de financement opaque, des activités illicites comme le terrorisme, il y a risque de blanchiment d'argent. Et donc je pense que l'État, au regard de tous ces risques-là, se donne le devoir de réguler, donc de contrôler pour essayer d'atténuer ces risques. Docteur Bell, vous parlez justement de ces entreprises qui se réclament des crypto-actifs. Quelle est la différence entre celles-là et celles qui font de simples placements financiers? Alors, il faut comprendre, peut-être définir ce que c'est qu'une crypto-monnaie. Allez-y. Les actifs, généralement, c'est des éléments que nous avons autour de nous, que nous échangeons au quotidien, sur la base d'une expression qu'on appelle la confiance. Alors, généralement, la confiance, elle est souvent, on l'installe en échangeant une garantie. Donc, dans les transactions matérielles, vous pouvez donner en garantie quelque chose pour qu'on vous fasse confiance. Mais les crypto-monnaies ne sont pas basées sur les valeurs matérielles. Donc, c'est l'économie du savoir. En fait, la cryptographie crée des conditions de confiance. C'est d'ailleurs elle qui est responsable de la création des fonctions de confiance. Et donc, ces fonctions permettent, parmi ces fonctions, on a la signature numérique, la certification numérique. Ces fonctions ont permis, avec le temps, de développer des infrastructures et des systèmes comme la blockchain qui peuvent justement permettre d'avoir des conditions de confiance sans garantie matérielle. Mais alors, lorsqu'on lit le communiqué du ministre, on voit qu'il insiste sur les placements dans des actifs, dans des crypto-actifs. On a l'impression que pour lui, le simple fait de faire un placement dans un crypto-actif est quelque chose de négatif. Est-ce la même compréhension que vous avez? Non, non. Les actifs cryptographiques aujourd'hui sont les meilleurs actifs, c'est-à-dire ils sont plus stables en termes de confiance. Je vous ai dit que l'élément qui garantit la valeur d'un actif, c'est la confiance. Et donc, les fonctions de confiance aujourd'hui sont garanties par la cryptographie, c'est connu. Bon, mais maintenant, même si c'est le cas, dans un pays, les activités sont régulées et donc sont encadrées par les textes. Et donc, si une activité n'est pas encadrée et que vous l'amenez, l'administration en charge de réguler peut vous rappeler à l'ordre. Mais cela ne veut pas dire que l'activité en elle-même est forcément mauvaise. Mais il y a des risques, comme je disais tout à l'heure, autour de l'activité. Et j'ai dit tout à l'heure en parlant des actifs cryptographiques, surtout de la crypto-monnaie, que
les transactions des crypto-monnaies ne sont pas toujours claires. Alors, justement, oui, allez-y. Et donc, il y a risque de faire des financements d'activités illicites. Vous parlez justement je voudrais qu'on s'arrête sur la crypto-monnaie. On dit que les crypto-monnaies sont limitées, mais on observe quand même dans le même temps que ceux qui se réclament de ce type d'activité investissent dans l'économie réelle, c'est-à-dire dans l'immobilier, dans l'élevage et non dans la finance. Est-ce que selon vous, c'est un élément qui doit attirer l'attention des éventuels souscripteurs? Oui, quelque part. Mais il faut aussi comprendre qu'on varie. C'est-à-dire on passe toujours... la vie tourne entre l'économie et la finance. C'est-à-dire l'économie n'est pas mauvaise. La finance non plus. Il faut seulement équilibrer. Mais il faut faire une différence entre la crypto-monnaie et la vente de la monnaie elle-même, de la crypto-monnaie. Donc, la crypto-monnaie elle-même, elle est stable, généralement. Mais la spéculation vient au niveau des placements de ses valeurs. Et donc, quelqu'un qui vous dit qu'il vous vend des crypto-monnaies peut ne pas être très sérieux. Il peut avoir construit une pyramide sous forme d'arnaque, justement sur la base des valeurs stables. Donc, la crypto-monnaie en soi, elle est stable. C'est une monnaie. Est-ce que le fait que ce promoteur, par exemple, comme je le disais tantôt, investisse dans l'économie réelle est un problème? Ce n'est pas un problème. Est-ce que c'est une manière pour lui de sécuriser ses avoirs? En quelque sorte, parce que en fait, de toutes les façons, vous ne pouvez pas faire la finance sans économie. Voilà, et donc, quand on fait de la finance, on a des revenus, on investit dans l'économie réelle. Je reprécise ma question, Dr Bell, parce que ce que certains opérateurs font valoir, c'est que le fait qu'ils investissent justement, que leurs investissements soient, j'ai envie de dire, réels, c'est visible, c'est une forme de garantie pour ceux qui veulent se lancer dans cette opération-là. Justement, je parlais de confiance tout à l'heure. La confiance est toujours... elle doit avoir des garanties. Si vous prenez la monnaie, par exemple, quand vous avez la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire vous déposez une certaine quantité d'or, par exemple, pour que votre monnaie ait une certaine valeur. Donc, de la même façon, quand vous voulez que les gens aient confiance en votre système, il faudrait que vous montriez que votre système est stable et que vous avez des actifs. Est-ce que c'est du bluff? Pas toujours. Pas toujours, mais le bluff commence quand on commence à faire des propositions vraiment surréalistes. Bon, docteur, est-ce que par le simple fait d'un communiqué comme celui du ministre des Finances, on peut interdire de façon réelle le placement sur des actifs, sur des crypto-actifs? Là, vous parlez peut-être de l'application de... Oui. Il faut un accompagnement technique. C'est-à-dire le fait d'interdire par un texte ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un accompagnement technique. De quel ordre? Et la question, par exemple, sur les crypto-monnaies, elle est complexe parce que parfois les plateformes ne sont pas localisées au Cameroun. Et le souscripteur, vous n'allez pas forcément surveiller son téléphone, lui empêcher. Il a des cartes bancaires comme les cartes Visa, American Express, donc il peut acheter ses actifs de toutes les façons. Donc, l'opérationnalisation de cette décision peut rencontrer des difficultés d'ordre technique. Bon, alors, l'on observe dans le monde que les crypto-actifs ont du vent en poupe. Certains investisseurs les utilisent comme des valeurs refuges lorsque l'avenir est, par exemple, incertain. On voit que des grandes banques s'intéressent à ces crypto-actifs. Au Nigeria, qui est le premier pays africain en matière de transfert en termes de Bitcoin, on parle de 8 millions de dollars par semaine, est plutôt dans une dynamique de régulation, c'est-à-dire d'essayer de sortir les acteurs de cette activité-là du noir total. Est-ce que ce n'est pas la meilleure approche? C'est même ça la solution en réalité. Je pense qu'on ne peut pas arrêter le développement de la technologie. L'évolution de l'homme va vers les valeurs immatérielles. Et donc, les éléments de confiance immatériels sont des éléments qui sont garantis par la cryptographie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous voyez des actifs de plus en plus cryptographiques. Et donc, on ne peut pas arrêter le développement dans ce sens-là. Donc, je pense que il faut maîtriser la technologie,
organiser la régulation et permettre qu'il y ait une activité dans un environnement sain. Avant que nous poursuivons sur la question de la régulation, je voudrais que ce soit clair pour nos téléspectateurs, docteur Bell, concernant ces cryptoactifs, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait problème et qu'est-ce qui doit alerter l'éventuel souscripteur? Comment séparer le bon grain des livrets? Alors, ce n'est pas seulement une question de cryptoactifs. Moi, je pense que les propositions de gains exagérés devraient déjà permettre aux potentiels souscripteurs de se poser des questions. Parce que les crypto-monnaies, bien entendu, si on prend l'exemple du Bitcoin, le cours, il grimpe. Et donc, mais il ne grimpe pas indéfiniment. Donc, deux fois, ces valeurs chutent. Deux fois, elles prennent du contenu. Donc, ce n'est pas une garantie. On peut faire une projection sur un court ou un moyen terme sur l'évolution de ces actifs-là. Mais cela ne devrait pas permettre, parce que je vous ai dit qu'il y a une différence entre la monnaie cryptographique elle-même et la finance autour de la monnaie cryptographique, c'est-à-dire la vente, la proportion de vente et de gains autour des monnaies cryptographiques. Donc, le problème n'est pas forcément la monnaie, mais le problème, c'est l'organisateur de la vente de la monnaie. Vous les appelez les crypto-gourous. Justement, les crypto-gourous organisent souvent des pyramides, c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui, où il est au sommet de la pyramide et puis il engendre les gains. Parfois, ça peut être bénéfique. Et ça peut, lorsqu'on n'exagère pas au niveau des proportions des gains, parce que lorsqu'on exagère au niveau des proportions des gains, simplement c'est pas possible. C'est-à-dire il y a des limites, la nature nous limite toujours. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un je vous donne 60% de revenus, c'est pratiquement impossible. Donc les valeurs cryptographiques ne peuvent pas permettre à très long terme, je veux dire même si c'est les valeurs cryptographiques, de dire aux gens que je vous propose des gains exorbitants. Il y a ces gains, mais il y a également à côté cette communication agressive. Oui, justement, la communication agressive, parfois, elle nous permet aussi de comprendre peut-être le chemin, parce que généralement, dans le cas d'arnaques, très souvent, il faut recruter de nouveaux investisseurs. Et donc, il faut leur en mettre plein la vue. C'est ça. Avec beaucoup de spectacles, avec beaucoup d'agressivité dans la communication. Justement, cela permet d'attirer les nouveaux investisseurs, parce que comme je disais tout à l'heure, dans le cas d'arnaque, on n'investit pas les capitaux, mais plutôt on redistribue les capitaux des nouveaux venus aux anciens abonnés, jusqu'à ce que le nombre de nouveaux venus commence à baisser et là, la pyramide explose. Alors, on va revenir sur la question de la régulation, Aboudi Oto. Oui, mais maintenant, justement, est-ce que l'un des dangers, on ne l'évoque pas souvent assez, des crypto-actifs, c'est qu'ils échappent au contrôle des banques centrales. Et donc, ce sont des monnaies créées comme à l'époque de la planche à billets qui ne reposent pas sur la création de valeur. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème pour faire maintenant l'attelage avec l'économie réelle? Non, ça ne devrait pas poser un problème. C'est-à-dire l'homme vit selon deux chaînes de confiance, deux types de chaînes de confiance. La chaîne de confiance verticale, la chaîne de confiance horizontale. La monnaie fiduciaire est par exemple orientée ou organisée sur la chaîne de confiance verticale. La monnaie cryptographique, elle est organisée sur la chaîne de confiance horizontale. Mais je dirais la chaîne de confiance horizontale est plus stable. Parce qu'elle a des caractéristiques, c'est-à-dire les transactions sont claires. Les décisions sont collégiales. Elles sont communes, coordonnées, acceptées par tout le monde et les transactions sont infalsifiables. Contrairement aux systèmes qui sont basés sur la confiance, la chaîne de confiance verticale, on peut faire un faux billet parce que justement, vous pouvez vous mettre dans votre chambre, vous créez un nœud, vous fabriquez des faux billets, je parle de la monnaie fiduciaire, et vous faites circuler ces faux billets. Vous ne pouvez pas faire une fausse monnaie cryptographique. C'est pas possible. On peut voler un billet, on le dépense. Mais si vous volez dans un porte-monnaie cryptographique une valeur, vous ne pouvez pas dépenser cette valeur. Parce qu'en fait, toutes les dépenses sont acceptées par tout le monde et sont connues de tout le monde. Donc, si vous dépensez ma valeur cryptographique, tout le monde sait que c'est ma valeur. Et qu'aucune opération ne vous permet de prétendre que cette valeur est la vôtre. Donc, il y a une différence entre les deux chaînes de confiance qui font que les valeurs
cryptographiques qui sont basées sur la chaîne de confiance horizontale sont plus sûres. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les crypto-monnaies n'ont pas de banque centrale, mais ces monnaies ont de la valeur. Et les monnaies basées sur les banques centrales, leur valeur vient du fait d'une garantie, par exemple, d'une masse de matière comme de l'or, par exemple, qui est déposée, ce qui permet d'avoir un quota de confiance à condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas une organisation financière autour qui n'ait pour objectif que d'appâter des souscripteurs et de leur soutirer de l'argent. Alors parlons justement de cette régulation dont Aboudiou a commencé à parler il y a quelques instants. La COSUMAF, qui est donc le régulateur, a reconnu dans une correspondance adressée à une structure de la place qu'elle ne disposait pas encore d'un cadre juridique qui lui permet de réguler ce secteur. Alors comment, en l'absence d'un cadre juridique, comment peut-elle agir alors même qu'il y a déjà eu un appel public à l'épargne? Je pense que l'action, s'il y a eu un appel public à l'épargne, la seule action, c'est d'interdire, comme ils l'ont fait. Mais on ne peut pas réguler tant qu'on ne maîtrise pas la technologie. Je pense qu'il faut commencer par il faut se dire la vérité. Il faut commencer par considérer que la cryptographie, elle est indispensable. Et qu'il faut qu'on y regarde clair, et qu'on maîtrise la technologie et qu'on l'implémente comme cela se doit. Seulement, dans ces conditions, on peut prétendre pouvoir réguler. Parce que si vous ne savez pas ce que c'est, réciter Bitcoin, Ethereum et autres crypto-monnaies ne sert à rien. Vous allez interdire, vous allez décider, vous allez tout faire, mais tant que la technologie vous échappe, vous avez un problème. Donc, peut-être le message que j'enverrai aux organes de contrôle et de régulation, c'est de se plonger dans la technologie en réalité pour la maîtriser afin de pouvoir réguler. Alors vous allez nous donner, après cette revue de presse, vous allez donner peut-être quelques éléments qui pourraient permettre aux régulateurs et même au pouvoir public de travailler à réguler ce secteur-là. Mais avant, donc, comme je le disais, voici la revue de presse, une proposition de Franck Evina. Dans la presse cette semaine, revue des acquis du renouveau. En 38 ans, Paul Biya aura relevé le pari de la décentralisation. Cameroun Tribune l'affirme en revisitant le chemin parcouru de 1982 à nos jours. Constitution de 1996, loi sur la décentralisation, mise en place du Sénat, création d'un ministère dédié, conseils régionaux entre autres. Pour le quotidien bilingue national, le président de la République aura impulsé, dirigé et ajusté sa politique pour que le développement s'appuie sur les aspirations et la participation effective des populations. Légaliste et avant-gardiste, c'est le grand homme qui a dit à Yves Mouroussi le 21 juillet 1990 sur Radio Monte Carlo qu'il veut entrer dans l'histoire comme l'homme qui a apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun. Rappel mémoire fait par Charles Ndongo. Dans une tribune spéciale dans Cameroun Tribune, le directeur général de la CRTV explique comment le père du renouveau national a bâti sa grandeur. Dans son ascension tranquille vers les cimes du pouvoir, il s'est donné le temps d'arborer cet étau présidentiel qui fait la différence, sans jamais brûler les étapes, affirme le journaliste principal hors échelle. L'éditorialiste souligne par ailleurs le caractère pacifiste et pondéré du chef de l'État qui, pendant les moments critiques comme la tentative de coup d'État du 6 avril 1984 ou encore les années de Braise, a montré qu'il incarne parfaitement le père de la nation qui calme autour de lui les ardeurs de vengeresse. Et Singang va dans le même sens, 38 ans de magistère, des acquis à consolider et défis à relever en dépit des agitations des entrepreneurs du chaos. Le journal salue la résilience d'un homme d'État pragmatique soutenu par ses compatriotes et qui, face à de nombreuses crises, a su déjouer les pronostics défaitistes. L'œil du Sahel a plongé ses lecteurs dans le passé en réveillant les souvenirs du 6 novembre, jour historique. La revue de presse était sur la scène. Une revue de presse essentiellement basée sur l'an 38 du renouveau. Merci à vous, Franck Evina. Alors, docteur Bell, comment réguler? Quels sont les éléments dont dispose le régulateur, mais surtout les pouvoirs publics au Cameroun, pour commencer à mettre de l'ordre dans ce secteur? Alors, comme je le disais tout à l'heure, le préalable, c'est la maîtrise de la technologie. C'est-à-dire la cryptologie doit
prendre la place qu'elle mérite et que justement l'État s'approprie la technologie. Et seulement après on peut réguler. C'est technique. C'est-à-dire vous ne pouvez pas réguler seulement sur la base des textes en ignorant la technologie. Et donc le préalable c'est de s'intéresser à la technologie, de l'étudier, de comprendre comment elle fonctionne et de se donner la volonté de l'implémenter. Bien entendu en organisant son utilisation. Donc il faut entrer dans la technologie. Parce que la monnaie, par exemple, cryptographique, c'est juste peut-être l'élément le plus négligeable même des actifs que la cryptographie apporte aujourd'hui. Et donc la signature est cryptographique aujourd'hui, la certification est cryptographique, la protection des transmissions sensibles elle est cryptographique, le comptage même des valeurs dans le marché comme l'électricité, c'est la cryptographie. Les relations contractuelles, on parle de smart contract, c'est la cryptographie. Le marché, c'est-à-dire le marché d'échange de valeurs, c'est également de la cryptographie. On parle de tokenisation. Donc le monde de relations, et avec le mot confiance, ne peut plus exister sans cryptographie. Le mot confiance peut être congru aujourd'hui à la cryptographie. Et donc, l'État doit se mettre dans ce secteur-là pour que, justement, il puisse réguler l'ensemble des activités liées à la confiance. C'est entendu. Un autre arrêt, un dernier dans cette édition de Scène de Presse, c'est pour faire le point sur les préparatifs des régionales au Cameroun qui auront donc lieu le 6 décembre prochain. Et c'est avec le directeur général des élections, Éric Essoussé. Depuis le décret qui convoquait le corps électoral pour ce scrutin régional, nous avons d'abord procédé à la publication des listes des deux collèges, le collège des délégués des départements et le collège des chefs traditionnels. Nous avons ensuite reçu les candidatures pour les deux collèges pour ceux qui veulent être des candidats pour ce scrutin. Et là, le Conseil électoral a publié les listes des candidatures acceptées et rejetées. Il y a eu des recours auprès des tribunaux administratifs régionaux et là et maintenant ces tribunaux ont rendu leur verdict. Nous allons commencer l'impression des bulletins de vote et de campagne et des enveloppes. Nous allons également travailler sur le matériel complémentaire dans les bureaux de vote et en même temps travailler pour la publication de la liste des bureaux de vote. Nous sommes dans la dernière ligne droite pour permettre que d'ici le 15 novembre ou plus tard le 20, tout le matériel sera sur le terrain pour que nos collaborateurs sur le terrain puissent aussi avoir le temps de travailler de manière sereine pour préparer le 6 décembre prochain. À 15 jours du scrutin, les partis politiques et les chefs traditionnels vont se lancer dans la campagne. Pour ceux qui veulent faire des affiches, on leur donne l'autorisation de le faire et les emplacements. Nous leur rapportons les bulletins de campagne et les listes des chefs traditionnels pour que chacune des parties puisse avoir les bulletins de campagne pour pouvoir, n'est-ce pas, aller donc sensibiliser les électeurs. Voilà en fait ce que nous sommes en train de faire comme accompagnement et comme nous le faisons d'ailleurs souvent. Et maintenant, place aux une du lundi, c'est avec Daniel Menanga. Bonsoir. Good evening, Lucrèce Mbenga. Good evening, televiewers. We begin with the Guardian Post. Kidnapped, subjected to physical, mental torture. Tumi Frundi, Archbishop Cornelius Eswa, Fonsem. Binglo, Professor Leketambo, Gaffeson, Chief Njombe and Company are among revered Anglophones who have been victims of self-arrogated liberators who have become the number one enemies of the people they claim to fighting for. Cameroun Tribune, enlèvement dans le nord-ouest et le sud-ouest, inacceptable lâcheté. Au cours du week-end, le gouvernement a une nouvelle fois condamné fermement les actes dégradants des terroristes sécessionnistes qui s'en prennent aux civils.
À l'instar du cardinal Christian Toumi du Fonds de la communauté Nso et d'autres membres d'une délégation enlevée jeudi dernier sur la route Kumbo. L'homme d'église a été libéré et les recherches se poursuivent en vue de retrouver le reste des otages. Ladies News à propos met en vitrine la réaction d'une humanitaire. Ôter la vie gratuitement est l'acte le plus ignoble qui soit, dixit Patricia Matissa Ado, désolée du massacre d'élèves à Kumba dans le sud-ouest. Puis foyer conjugal, la femme est plutôt un mal, M-A-L-E, nécessaire. L'éditorial de Chantal Nga, DP de Ladies News. Le Messager nous parle de cet accident abondamment relayé sur les réseaux sociaux. Samuel Eto'o échappe à la mort ce week-end aussi, 6 novembre. Écho à Sang-Mélima, bataille pour le contrôle de la permanence. Éco-santé, vaccin contre le cancer du col de l'utérus. L'Église catholique dubitative, d'après le président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, CNENC, Monseigneur Abraham Commet, le caractère extrêmement délicat de ce vaccin mérite et exige une profonde réflexion aussi bien scientifique qu'éthique avant son autorisation dans les formations sanitaires des églises catholiques. Défi actuel en finances publiques donne les chiffres clés du projet de budget 2021. Hausse du budget de 450 milliards de francs CFA, allègements fiscaux pour les secteurs pharmaceutiques, agro-pastoral, numérique et entreprises cotées en bourse. Le projet de loi de finances sera examiné dès ce jeudi à l'Assemblée nationale. Plus encore, l'économie report préalable pour le développement de l'industrie pharmaceutique au Cameroun dans le projet de loi de finances 2021. Il est prévu d'exonérer les taxes et droits de douane sur les intrants importés destinés à ce secteur pour le rendre compétitif. Insuffisant selon plusieurs acteurs. Interview exclusive du Dr Rose Ngonombala, directeur général du laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise, l'ANACOM. Des pages 4 à 5. Éco-Matin, réglementation d'échange. Les pétroliers font encore reculer la BEAC alors qu'elle continue de faire de la résistance. Depuis mars 2019, les entreprises pétrolières et minières ont désormais jusqu'à fin 2021 pour se soumettre à l'obligation communautaire du rapatriement des devises. C'est le 4e moratoire pour ce secteur stratégique. Pour les économies des pays de la CEMAC, intégration sur la relance post-Covid-19, la rente à la peau dure en Afrique centrale, l'absence de la CEAC et les premières orientations du plan de la CEMAC ont du mal à convaincre la Banque mondiale et la CEA. Puis le journal de Thierry Ndong fait un parallèle présidentiel américain et ivoirienne vue d'Afrique centrale, les hauts et les bas en procès. C'est à lire en page 2. En tout cas, mutation à propos des États-Unis, dit Hey Joe. Joseph Biden, élu 46e président, quelle sera sa politique à l'égard de l'Afrique? La démocratie en sort-elle grandie? Interrogation traitée dans le dossier du quotidien de la South Media Corporation de la page 7 à 10. Et Lucrèce, ce n'est pas fini sur cette présidentielle américaine. Merci Daniel Menanga, Dr Bell, juste avant qu'on ne se sépare, crypto-monnaie, crypto-finance, on va dire attention quand même. Attention, je pense que le cadre de régulation est la garantie, parce que quand vous exercez ou vivez dans un pays, je pense qu'il faut s'assurer que les activités que vous menez sont régulées et que vous êtes conforme. Et pour les souscripteurs, je pense que pour leur propre sécurité, je pense que c'est mieux de regarder également dans ce sens-là, voir si la régulation est là, si les opérateurs qui les intéressent au niveau des investissements ont le droit d'opérer. Et je pense que sinon, on peut avoir des décisions comme celle qu'on vient d'avoir et là, c'est pas agréable. Merci, madame, monsieur, c'est la fin de cette émission. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir.